Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier épisode de la Evil Dead Week, une semaine entière de podcast dédié à Evil Dead Burn, avec 3 épisodes qui vous attendent le lundi, le mercredi et le vendredi et qui seront en présence d'invités qui ont travaillé sur différents aspects de la production du film. Vous écoutez Jumpscare, votre podcast sur le cinéma horrifique, et aujourd'hui, pour ce premier épisode de cette série, qui, on l'espère, vous plaira, on va entrer dans les coulisses des effets spéciaux d'Evil Dead Burn. Nous sommes donc en présence de quelqu'un que vous connaissez bien si vous écoutez régulièrement le podcast, puisqu'en plus d'avoir travaillé sur les effets spéciaux du film, il donne de la voix quand on a besoin d'une voix française pour nos invités anglophones. C'est Thibaut Joannet. Comment ça va, Thibaut ? Bonjour. Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que t'es content de pouvoir parler dans le Jumpscare sans être forcé de lire 45 pages de texte pas très bien traduit ? Oui, ça va. Non, en vrai, c'est pas mal. Effectivement, ça change un petit peu. Du coup, je sais pas trop comment poser la voix pour pas stresser mes fans. Non, t'inquiète pas, ils sont très contents que tu sois là déjà de base. On le rappelle, t'as prêté ta voix dans nos podcasts à Robert Englund. T'as aussi été la VF de Jack Shoulder, de Elliot Rocket, chef opérateur de Ty West aussi. C'est vrai. J'en oublie peut-être un, je suis pas sûr, t'avais peut-être fait je sais, oui, j'ai fait des Iconics, mais je sais plus, après je devais en faire aussi d'autres, mais j'ai cassé mon micro, donc la bonne voilà. excuse. Tu aurais dû être Marcus Nispel, mais ton micro a explosé au moment où tu as commencé à lancer l'enregistrement. Je m'en souviens. Littéralement, j'ai branché le micro pour commencer l'enregistrement, j'ai cassé le micro. Et je suis témoin, j'étais sur Discord, et j'ai juste entendu Thibaut dire « Attends, je branche le micro », et d'un coup, il y a eu un bruit de « Psst ». Et je reçois une notification de Thibaut qui dit « Ah, micro explosé ». Voilà. Hey, n'achetez pas Yeti, c'est pas terrible. Ce qui explique pourquoi vous avez toujours pas de VF pour Marcus Nispel. On me harcèle toujours. Un jour... Je comprends. Faudra y passer, il y a que 40 pages. C'est pas grand chose. Ça fait bientôt 15 ans qu'on se connaît, toi et moi. Ouais, exactement. Tu as commencé ta carrière dans les effets spéciaux assez tôt, puisqu'en 2012-2013... 10 ans. Ouais. 2012-2013, tu faisais déjà les VFX numériques de mes premiers courts-métrages de bac. Ah bah ça, c'était mon prime, hein, je pense. le fameux... first-person shooter, film qui ne niquera jamais sur les réseaux. Sinon, on est foutus, toi et moi. C'est horrible dit comme ça, parce qu'on dirait que c'est un truc terriblement cancel, alors que c'est juste nul, hein. Oh non, c'est ça, non, c'est juste des films de merde. Je me souviens que t'avais aussi fait un court-métrage Half-Life qui a été perdu, oui. Malheureusement. Bah ouais. Ah bah là, c'était... Non, vraiment, bah là, on avait quoi ? On avait 17 ans, 16-17 ans. Ouais, c'est ça, moi j'avais déjà 32 ans. C'est pas oui, toi t'avais déjà 41 ans, et plus de cheveux, mais... ouais, malheureusement, on fait comme on peut. Mais voilà, un jour on fera un coffret spécial 4K avec toutes nos premières prods pour qu'on puisse savourer tout ça. Tu reviens de loin. Aujourd'hui, tu gères donc une boîte de VFX qui s'appelle Cousin Bizarre sur Paris. Exactement. Une boîte lancée il y a quelques années et qui a beaucoup évolué. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux nous la présenter cette boîte et nous dire un peu sur quoi vous avez eu l'occasion de travailler ? Ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, ça fait 5 ans qu'elle s'est lancée, parce qu'en fait, moi, avant, j'ai commencé ma carrière chez Buff, une des grandes maisons bien connues des Parisiens, des Français, globalement, qui fait beaucoup de cinéma international. Hein, Matrix, tout ça. Voilà. Et du plus récemment, Elmery, enfin, je veux dire, pour le coup, ça reste encore une boîte qui fait ce genre de choses. Et après, on a monté la boîte, du coup, je suis pas tout seul, hein, on était 4 au départ, on est 5 aujourd'hui, à avoir monté l'entreprise. Puis voilà. Puis non, depuis 5 ans, on a de la chance de faire de la fiction. On fait globalement de la fiction francophone. Mais là, depuis quelques temps aussi, on touche un petit peu à de la production internationale. On vient de sortir du coup Evil Dead et aussi la dernière saison de Daryl Dixon. Et c'est vrai. Voilà, on commence tout doucement à faire un petit peu de production internationale, mais sinon, globalement, on s'est occupé de séries comme Nero, Pax Massilia. On fait beaucoup de séries de plateforme. Un petit peu de films de cinéma, mais surtout beaucoup de séries de plateforme. Daryl Dixon, ouais, bah, c'est encore une production américaine, mais qui vit en France, comme pour Evil Dead. Ouais, alors c'est ça, c'est qu'en fait elle est européenne pour le coup. Cette saison-là a été tournée en Espagne, mais effectivement oui, ça reste tout dans la dynamique du ciné européen. Tu parles de Daryl Dixon, vous avez été sur le tournage ou c'était purement du... Non, pour le coup, là en production internationale, ça passe vraiment par du coup des superviseurs plateau qui eux vraiment font la gestion VFX jour le jour, qui gèrent du coup après les plusieurs vendors. Parce que
on n'est pas tout seul après à faire. Oui. Genre, Cousin Bizarre n'a pas récupéré l'intégralité des effets spéciaux, on a récupéré des petites portions sur plusieurs épisodes. On va revenir sur cette nuance après. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de spécificités quand même dans vos métiers. Exactement. Vous avez bossé sur pas mal de clips aussi à vos débuts. Au début, ouais. C'est assez connu. Ouais, effectivement, on avait fait des trucs pour Mia, des parties pour Katy Perry aussi, pas mal bossé pour Shy, ouais, exactement. Ouais, exactement, ouais. On va passer un peu sur Evil Dead évidemment, mais comme sur d'autres projets, tu es superviseur VFX. Ouais, concrètement. Exactement. C'est un terme qui peut paraître un peu nébuleux pour beaucoup de gens qui nous écoutent, car au fond, les métiers des effets spéciaux numériques sont au final rarement mis en avant, ou vulgarisés surtout. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça implique comme métier ? Bah ouais, superviseur VFX en fin de compte, c'est comment dire, tu gardes un petit peu. Bon, il y a plusieurs styles, on va dire, de supervision, mais je pense que tu gardes entre guillemets aussi un peu la partie graphiste. Tu vas potentiellement mettre en place peut-être soit des plans étalons, soit des plans compliqués, mais globalement, surtout en fait, tu gères les équipes, tu gères ton équipe de graphistes et tu es un peu le chef d'orchestre de toute la qualité visuelle, que tous les plans entre eux soient plutôt cohérents. Enfin, tu t'essayes, voilà, avec le superviseur général du film, t'essayes d'avoir quand même globalement, et avec le réalisateur, une communication entre toi et tes équipes. Tu fais aussi un peu le pont pour que, chef d'orchestre, exactement, que le message passe et que les images soient qualitatives. Et en plus de ça, moi pour le coup, ça m'arrive aussi de prendre des plans personnellement encore. Et voilà, et par exemple, d'en faire des références s'il y a des déclinaisons de plans. Prendre des plans, est-ce que ça implique que chacun a un plan à faire ? Un effet spécial à faire sur ce plan ? Tout dépend, ouais. Dans l'idée, oui, nous on fonctionne beaucoup. Ce qu'on appellerait on est plutôt une boîte généraliste, c'est-à-dire genre à la différence peut-être de grosses structures où il y a quelqu'un qui va faire que la roto, quelqu'un qui va faire que le compo, quelqu'un qui va faire que l'animation, quelqu'un qui va faire que la 3D, etc., etc. Nous, on est une beaucoup plus petite structure. Aujourd'hui, on est 25. On peut pas se permettre d'avoir des pôles complets qui font des tâches extrêmement séparées. Donc, pour le coup, nous, effectivement, sur un plan, les gens font un peu toutes les étapes leur travail. Mais oui, globalement, sinon, quelqu'un, le matin, a son plan. Il a quelques jours alloués pour le faire. Et voilà, et on voit avec lui qu'est-ce qu'on doit faire sur ce plan. Et ça peut aller de une journée le plan parce qu'il est très simple, à 2 semaines, 3 semaines. Tout dépend de ce qu'il y a à faire dessus, quoi. Ok. T'as l'air de dire qu'il y a plusieurs types de superviseurs VFX. T'en as un général sur le tournage. Et toi, par exemple, t'avais l'air d'être que sur la post-prod pure. Ouais, c'est ça. Alors, pour le coup, le superviseur global du projet, c'était Thierry Onillon, chez MacGuff. Ouais, chez MacGuff. Exactement. Donc, qui était MacGuff, qui avait vraiment, en fait, la production entière, le main, avec vraiment le contact avec le réal. C'est eux, vraiment, les garants des effets spéciaux global du film. Et après, pour que le projet rentre, ils font venir, du coup, d'autres structures. Donc, il y avait Cousin Bizarre, Mathématiques, il y avait Dusk, il y avait Trimaran. Et donc, du coup, après, c'est... Voilà, quand je disais j'étais un peu le chef d'orchestre de ma petite escouade, du coup Thierry étant le chef d'orchestre de toutes les autres escouades, de sa propre escouade et aussi de toutes les boîtes. Lui, il est garant de toute la logique et la qualité visuelle du projet. Est-ce que cette technique de déléguer à d'autres petites boîtes, c'est quelque chose de très commun ou c'est vraiment spécifique à ce film-là ? Non. C'est vraiment très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un scope de travail qui va, par exemple, être assez court. Ça peut être 2-3 mois parfois. Et du coup, forcément, si t'as 1000-1200 plans... je veux dire, si t'as pas 1500 personnes dans ta boîte, c'est très commun, et en France, on le fait beaucoup, de splitter ton scope entre plusieurs vendors. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de Evil Dead Burn ? Est-ce que c'est un film qui a requis beaucoup d'effets spéciaux numériques ? Alors, pour le coup, chez nous, en fait, nous, on s'est occupé, donc pour ceux qui ont vu le film, il y aura peut-être du spoil, je vais pas vous mentir. Non, mais ils savent que c'est full spoil. Ils savent, y ok. aller, Nous, on s'est occupé de l'intro. Jusqu'au split avec le générique, jusqu'à la transition twerk. Les gens auront la référence. Ils l'auront. Jusqu'à la transition twerk. Mais donc on s'est occupé de toute la séquence du lac au tout début avec la Deadite qui venait de Rise. Ouais. Et après on s'est occupé de la séquence dans la bagnole, la baston dans la bagnole. La grosse scène. La grosse baston en huis clos dans la voiture, donc c'était nous aussi. C'est les deux seules séquences qu'on s'est occupé sur le film. Mais après, quand vous avez vu le reste du film, oui, c'est c'est plusieurs milliers de plans. Nous, on devait en avoir peut-être... nous, ça devait couvrir, je sais pas, peut-être 110 plans, même moins, 95. J'ai plus le chiffre exactement en tête, mais entre la séquence d'intro et la séquence de... Je crois que c'est moins de 100 plans. Et il me semble qu'il y avait quand même pas mal de plans sur le projet. C'est déjà impressionnant, en fait. Parce que toi, tu te rends compte, parce que t'es forcément dedans, donc tu vois l'ampleur des effets visuels qui est sur le film. Mais du coup, quand t'es spectateur, tu vois pas tous ces plans qui ont des détails, je pense, cachés, au final. Oui, exactement. Oui. Non, c'est clair, il y a quand même une grande partie de nos effets qui sont...
soit retirer un petit peu des rigs qu'il y avait au tournage, des câbles, des amorces d'explosifs, des trucs pour vraiment des trucs qui vont enhance les effets vraiment physiques. Ouais. Mais pour le coup, après, en fin de compte, Evil Dead n'était pas la prod où on a fait le plus d'effets invisibles, parce que globalement, quasiment tous les effets qu'on avait, c'était plus des effets créa. Sauf certains, je pense au doigt coupé, évidemment, la main avec le doigt coupé, bon bah oui, là t'imagines le gant vert, il faut retirer les doigts. Oui, bien Bon, sûr. ça c'est plus de l'effet invisible, mais il y a quand même un peu de créa, refaire un peu les blessures. Et justement, sur tout ce qui va être créa, donc j'imagine, voilà, tu dis blessure, transformation, effet de sang, etc. Evil Dead, c'est, comme l'a dit Sébastien, un film qu'ils ont tourné quasiment en indépendant, mais sous un gros studio, parce qu'ils ont eu assez de liberté. Mais est-ce que vous pouvez justement proposer des choses, des transformations, des effets, des designs, peut-être, ou vraiment vous avez un cahier des charges assez strict? Non, alors globalement, on a été super libre pour faire à peu près tout, sauf pour, et ce qui est logique, les yeux des Deadites. Parce qu'on a fait Voilà, beaucoup de plans, du coup, nous on a Edgar, j'allais t'en parler. on a Edgar qui est transformé pendant toute la séquence de la voiture. Et un tout petit peu, du coup, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Jessica le personnage, il me semble, C'est Tia. non, la Deadite du début de l'intro. Je me demande Ah si c'est oui. pas Jessica. Ah oui. Oui. Et en fait, là, pour le coup, les seuls trucs que là, par contre, vraiment, le cahier des charges était très strict, c'est les yeux des Deadites. C'est très important, vraiment dans l'univers de Walking Dead. Oh là là, ça commence, attends. Je la refais. Ça, non, c'est bien. C'est bien, on la garde. Terrible. Et non, dans Evil Dead, c'est vraiment quelque chose de quand même très marqué, et chaque film a un peu des variations, avec Ouais. du coup, soit un peu plus blanc, un peu plus rouge, un peu plus jaune. Bon. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été décidé en amont. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'était pas freestyle de notre côté, à proposer des yeux un peu funky. Là, c'était Mmh. vraiment, on avait du coup des modèles 3D très précis de la pupille, comment elle est. Chaque personnage a son propre set de pupille. Est-ce que c'est pour ça que sur les photos de tournage de Edgar, justement, il y a des yeux totalement normaux? Euh, je veux pas m'avancer sur l'intégralité des plans parce que j'ai pas travaillé sur l'intégralité des plans, Ouais. mais oui, tous les yeux sont remplacés. Tous les yeux des Deadites sont remplacés en numérique. Ouais. Et du coup, tu m'avais dit en off que justement, dans la bande-annonce du film, c'est tes yeux qu'on voit sur Edgar. Alors non, pour le coup, c'est plus le cas. C'est plus le cas? C'est plus le cas, c'est plus le cas. C'était mes yeux dans le sens je disais le plan des yeux, mais au départ on avait fait nos maquettes, on n'avait pas encore reçu les, on n'avait pas encore reçu les assets purs, donc en fait toutes nos maquettes et les premiers plans qu'on avait mis en place, on les avait fait avec des versions maison qui comportaient des mélanges d'iris qu'on avait fait nous-mêmes et du coup il y avait mes yeux dedans. Mais in fine aujourd'hui c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout. Mais Non, vous ne pouvez plus voir mes yeux dans Evil Dead. Vous pouvez voir mes bras. alors oui, alors, ils sont où tes bras? C'est vraiment une scène extrêmement random. Juste à un moment, il y a Jessica, la Deadite de l'intro, qui chavire un bateau et les bras n'avaient pas été shootés. Et on a juste pris en référence mes bras. Comment ça, les bras étaient pas shootés? Est-ce que c'est le plan des mains qui chopent le bateau et qui le retournent? C'est tes bras. Ouais, pas le close-up, où là c'est vraiment l'actrice, mais par contre, il y a un large, un moment où un bateau chavire, et en fait, plutôt que s'embêter à trouver sur internet des bashings, on s'est remis dans le même angle. On a rajouté mes bras, on les a modifiés un peu pour qu'ils ressemblent. Et C'est fou, rigolo. alors. C'est le petite note rigolote qui n'a peu d'intérêt, hein, vraiment, et qui se voit, ça dure 4 frames, hein, mais. C'est fou parce que de mon point de vue, je me dis, mais pourquoi ils sont pas juste shooté ça en réel, tu vois? Est-ce qu'il y a une raison? Dangereux niveau cascade, je pense. Tu retournes un bateau quand même qui a un rig un peu particulier. S'il y avait vraiment quelqu'un en dessous potentiellement, franchement, je suppose que c'est pour des raisons de sécurité. Et puis je suis con, mais faut retourner le bateau aussi, tu vois, en fait. Bah c'est ça, en fait. Faut forcer un peu. C'était un gros setup de câbles qui retournait le bateau et donc du coup, oui, je pense que même déjà le mec qui est dessus, je suppose que c'est le stunt double ou. Tu parlais justement des plans que vous avez dû refaire avec t'avais tes yeux de base, puis après vous avez reçu les vrais looks des yeux, etc. Je pense forcément à la bande-annonce qui prend souvent des plans pas finalisés. On avait parlé des fois, ils vous demandent des plans pour faire les trailers et la promo. Ouais. Comment ça se passe sur ce genre de choses? Est-ce qu'on vous dit, les gars, il nous faut ce plan-là pour dans une semaine? Ouais, exactement. La production nous dit là, il y a un event. Je sais plus exactement à quel event la première bande-annonce avait été. Je crois que c'était CinemaCon ou un truc du genre. Ouais, je crois que c'était au CinemaCon, ouais. Et on nous avait dit, bah là, mettez juste en prio ces 4-5 plans. Il nous les faut pour le petit trailer, le teasing de Evil Dead. Ouais. Ouais, Est-ce que ça implique du gros crunch de ouf? Pas chez nous, non, pour le coup, non. Non. Non, on était quand même plutôt. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus techniquement des plans extrêmement complexes à sortir. C'était pas d'un coup des trucs avec 15 kilos de full 3D à mettre à l'intérieur. C'était plutôt des petits plans. Je me souviens il y avait Edgar qui sort de la voiture, il y avait les doigts coupés, enfin les doigts qui se prennent la porte. C'était pas non plus le truc le plus. Enfin, c'était pas le truc le plus compliqué à mettre en place, quoi. Mais par contre, oui, ça arrive assez souvent. Et j'ai l'impression plus sur justement des licences un petit peu pop culture.
Oui, oui, parce que là, ils ont un planning très défini niveau promo, niveau sortie des trailers et tout. Ça doit être un enfer sur les Marvel et tout, je veux même pas imaginer. Ah bah oui, non, ouais. Est-ce que vous êtes inclus dans la production assez tôt, finalement, par rapport au montage final du film? Comment ça se passe, ça? Est-ce que tu reçois un montage pas terminé du film? Ou alors on vous envoie juste des plans? Ça dépend. Vraiment, là, pour le coup, ça dépend totalement de ton projet. Si le projet est très... bon, alors, moi, ça m'est pas encore arrivé du coup dans la boîte, mais je sais qu'il y a des projets qui sont peut-être très secrets. Genre, typiquement, on parlait de Marvel tout à l'heure, ils reçoivent, je pense pas, des edits complets du film. Ils veulent vraiment se protéger des leaks. Ça ne marche pas. Ouais, ça ne Ça marche ne pas. marche absolument pas. Non, non, pour Evil Dead, pour le coup, oui, moi j'avais vu, je l'ai vu pour la première fois, je pense il y a peut-être, je sais pas, 6-7 mois, non, un peu moins. Enfin, quand on a commencé la production, quoi, j'avais reçu premier montage. Et à quoi il ressemble ce montage, du coup, s'il n'y a pas d'effets spéciaux numériques? Bah, nous, on a un petit peu l'habitude, pour le coup. Bon, l'avantage, c'est que, je dirais qu'Evil Dead, enfin, l'avantage aussi de la manière de filmer de Sébastien, c'est qu'on est quand même pas sur, quelqu'un qui fait que du studio fond vert en permanence. Donc, en fin de compte, t'as des deadites, ils ont pas les yeux, bon, c'est pas la mort. Hein. Alors, enfin, je veux dire, globalement, t'as du sang par-ci par-là qui est pas là. Bon, t'as quelques effets au début quand vous avez vu le film, qui est un peu rigolo parce que du coup, tous les fils de pêche, il y en a pas non plus, donc il se fait un peu attaquer par personne, par rien du tout. Genre, mais par ça se suit plutôt bien pour avoir une vision d'ensemble. Et en plus de ça, la version que j'ai reçue à l'époque, MacGuff, ça fait déjà quand même quelques mois qu'il travaillait sur le projet. Donc, par exemple, l'acte de fin avait déjà des effets spéciaux. Ok. Sébastien, t'en parlais à l'instant, est-ce qu'il est impliqué dans tout ce processus? Ah bah, de toute façon, forcément. Pour le coup, Il valide tout? bah ouais, enfin après, moi pour le coup, la relation que j'ai avec lui, moi c'est beaucoup passé par Thierry, du coup, qui est le superviseur. Moi j'ai beaucoup plus parlé à Thierry, ce qui est logique en fin de compte, on va pas tout le temps déranger Sébastien toutes les 5 minutes dès qu'on a une question. Donc moi en Oui, fait, normal. j'envoyais vraiment mes batchs à Thierry, qui valide. Et après, il présente au Real, on a les retours du Real. Mais après, effectivement, il est toujours, bah, de toute façon, pendant toute la post-prod, qu'il soit au son, à la couleur, et à l'étalonnage, de toute façon, enfin, je veux dire, j'ai dit la couleur et l'étalonnage, je me déteste. Voilà, c'est la même chose. Mais je veux dire, au VFX, à l'étalonnage, au son, enfin, de toute façon, c'est tout le process et au montage, c'est tout le process de post-prod. Oui, il était, enfin, je veux dire, enfin, moi, j'ai toujours, jusqu'à la toute fin du projet, j'ai toujours eu des retours et des validations de son côté. D'accord. Du coup, t'as dit que t'avais travaillé sur la scène d'introduction, où surtout on voit cet œil s'ouvrir, la caméra passe dedans, et on a un point de vue cage à poisson, il me semble. Ces deux plans, c'est quoi? C'est de la full 3D? C'est pas de la full, enfin, c'est quasiment de la full 3D. C'est juste, il y avait vraiment un personnage qui ouvrait son œil, mais après tout le reste, enfin, c'est deux plates, c'est un raccord entre deux plates. On parle de 3D, de techniques utilisées, etc. C'est quoi la technique la plus utilisée que vous avez dû faire sur Evil Dead? Est-ce qu'il y a un truc récurrent? Bah, on a traqué, on a traqué un sacré paquet de perdus, hein, parce que du coup, séquence dans la voiture avec Edgar, il y avait quand même pas mal de plans où en plus il est bien ZF, on voit bien ses yeux, donc genre, Oui, c'est des gros plans en plus. Le film est un donc gros plan. Le film est entièrement un gros oui, plan. c'est ça. Le film est très gros plan et du coup, bah en vrai, c'était un assez bon challenge parce que pour le coup, fallait quand même, quand t'es de loin dans le motion blur, rajouter des yeux. Franchement, tu peux un peu te permettre d'avoir un truc qui se voit pas trop, enfin genre qui est juste, on sent un peu la couleur, l'intention. Mais nous, on s'est quand même aussi bouffé pas mal de plans en close-up qui bougent pas, donc vraiment. Motion blur, flow de mouvement, pour ceux qui nous écoutent qui savent pas. Ah exactement, oui, pardon. Flou de Non, mouvement. non, t'inquiète. Je franciserai les termes. T'inquiète pas, y a pas de souci. Et surtout que j'imagine que refaire des yeux, c'est horrible parce que s'il y a un œil qui est pas très bien aligné, juste le deadlight, il a une tête de con, il est louche, quoi, non? Alors ça, c'est vraiment le plus gros challenge. J'ai une petite pensée pour Thierry qui, effectivement, a de temps en temps repointé certaines de nos séquences où Edgar il pouvait tirer un peu la gueule. C'est hyper compliqué. Tu décales de quelques millimètres, en fait, parfois un iris, pour essayer de le faire matcher, même des fois au regard du vrai acteur, parce qu'en fait, du coup, faut pas oublier, t'as quand même le vrai regard de l'acteur en dessous. Bah oui. Et donc, en fait, il y a quand même une intention, ça donne une intention. Si toi, tu te foires de quelques pixels, c'est vraiment, c'est Ça te coûte ridicule. pas Enfin, grand vraiment, chose. ça louche. T'as l'impression que ça regarde à l'est et à l'ouest en même temps. Enfin, genre, c'est vraiment. Ouais, non, mais c'est assez cata. En vrai, c'est sur le papier, c'est pas quelque chose qui paraît compliqué, en vrai, d'en passer des yeux, parce que ça reste une toute petite partie de l'image, en vrai. Mais c'est, pour le cerveau humain, je dirais tellement touchy de toucher au regard. C'est vraiment tout de suite un truc où tu fais oula, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, je trouve qu'on a plutôt, à la fin, enfin, ça a plutôt bien marché, et qu'on se pose pas trop la question, mais par contre, ça a été effectivement pas mal de recherches, pas mal de taf de compo, de vraiment avoir un truc qui brille pas, qui est pas trop lumineux, enfin qui a quand même un peu ce feel un peu naturel, un peu dégueu, très détruit en plus. Hein. C'est vraiment un Evil Dead, je trouve, où, par rapport quand même à d'autres Evil Dead où quand même les pupilles avaient quand même tendance à toujours rester à peu près, comment dire, logique. C'est-à-dire, là, on a beaucoup Edgar, il a sa pupille qui explose au fur et à mesure, qui est vraiment, qui prend des formes pas possibles. Enfin, du coup, pour retrouver un regard humain là-dedans. Pourquoi pas des lentilles?
c'est une question qui va forcément venir dans le public. Je pense que c'est pour des raisons de ça marche pas tant que ça bien. Moi, je trouve que les lentilles, ça marche pas très bien. Et surtout, si en plus de ça, t'as envie de faire des variations de design, enfin, faut quand même avoir, je pense, un confort pour les acteurs. C'est chiant de bosser avec des lentilles. C'est vrai. On a tous vu des prods avec beaucoup de sous. Je pense à The Witcher, hein, qui quand même, ça fait quand même tout de suite cosplay. Hein. Et pourtant, c'est un cataclysme en effet. Et on va pas se mentir que c'était pas une question d'argent. Donc c'est Non, juste, non. voilà, la lentille, je pense, surtout quand tu commences à être un peu fantaisiste. Je pense juste changer les yeux de couleur, t'as les yeux marrons, tu veux les yeux bleus. On peut s'en sortir avec des lentilles d'acting. Je pense que quand t'es vraiment un peu créa à ce point et que tu veux vraiment faire des trucs avec vraiment des iris, en plus, il y a des moments où Edgar, ses yeux font un peu de la lumière. Enfin, ils font pas de la lumière, mais ils reflètent de la lumière comme un chat, quoi. Ah voilà, bon, t'es quand même, de toute façon, sachant que t'es obligé de faire une passe de VFX pour passer là-dessus, bah autant, en vrai, potentiellement, refaire une passe de VFX pour tous les yeux. Et ça permet de changer le design. Exactement. Et si en plus le design évolue au fur et à mesure, tu t'es plus permissif. Parce qu'en fin de compte, 90% de chance que si ça avait été tourné avec des lentilles, à la fin, de toute façon, on aurait retaffé sur les lentilles. Donc, Bien sûr. Il faut bien vous faire bosser un petit peu aussi. Hein. Quand même. Le film, il a été tourné avec la Sony Venice 2, qui est une très bonne cam, avec des optiques vintage. Quand vous faites des effets spéciaux, est-ce que vous devez adapter la netteté, le look de vos effets au grain d'image? Ouais, complètement. Bah sinon c'est mal compé. C'est vraiment quand parfois dans un film tu fais oula, c'était mal compé ça. Bah c'est potentiellement que ça matche pas forcément. Là en plus pour le coup, il y a vraiment je me souviens en plus de Sébastien, ça lui tenait vraiment sa marotte qui lui tenait vraiment à cœur, c'est tous les bokeh. C'est tourné en anamorphique, donc pour le coup les bokeh sont très spéciaux, ils sont pas ronds, du coup ils sont plutôt un petit peu aplatis, un peu squeeze parce que le ratio est squeeze. Et oula, pardon, j'ai eu mes enceintes qui ont fait un pic énorme, excuse-moi. Mais du coup, ouais, donc en fait, oui, tu reproduis le grain, tu reproduis la manière dont l'image est déformée, tu reproduis les blurs. Non, tu te fies à la caméra, tu refais, enfin, je veux dire, quand tu rends en 3D, tu rends avec le même capteur, enfin, t'essayes en tout cas d'émuler le même capteur. Si possible, les mêmes optiques, après en compo, t'essaies de retrouver ça, quoi. Bah, c'est ce qui vraiment différencie le côté bien incrusté, mal incrusté. Enfin, tout de suite, si t'as vraiment un élément t'as l'impression qu'il sort vraiment d'un autre langage visuel, bah, tout de suite, effectivement, oui, tu te fais pas avoir, quoi. Après, il vous a pas ménagé, puisque hier, je regardais l'interview de Sébastien chez McFly et Carlito, phrase que je pensais pas dire un jour, mais il explique que il a balancé pas mal de filtres sur l'image, parlait des objectifs qui sont déjà des objectifs vintage remodifiés. Il a mis un diffuseur pour avoir un effet glow. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est la lumière dégouline un peu, elle brille un peu, et il rajoute par-dessus du grain 35 mm qui va rajouter du net et faire ressortir des détails. Du coup, je pense que pour vous, ça doit être un enfer, non? Pas tant, parce que nous, on travaille toujours sur le RAW pur qui sort de la caméra. Donc, tous les effets... oui, c'est après. Tous les effets de grain rajoutés, la quitescopie, le fait de repasser en péloche, ce genre de trucs. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment... c'est des trucs qui interviennent après, vraiment, pour nous. Parce que nous, on travaille, du coup, sur... On a des préludes qui nous donnent des directions sur comment ça va être étalonné. Mais on découvrira toujours comment ça va être étalonné quand on va regarder le film au ciné ou quand on va recevoir un final work. Mais sinon, globalement, il y aura toujours... nous, on fournit les masques, on fournit toutes les passes pour pouvoir permettre aux étalonneurs de faire leur travail. Mais après, globalement, je sais, moi, par exemple, entre les versions que j'avais vues du film et la version que j'ai vue au cinéma, ouais, l'étalonnage a pas mal changé, mais pour des raisons logiques, il a été finalisé, je l'avais toujours vu en work in progress. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression qu'aussi, ils ont vraiment changé les couleurs quelques temps avant la sortie du film, parce que les premières images étaient super sombres, et le film final est beaucoup plus clair. Exactement, je crois qu'il y a eu un petit gain supplémentaire sur les images, je crois. Il y a un petit SMS de Sébastien en mode, bon les gars, on va faire un plus ça en luminosité. Est-ce qu'il y a un plan dont tu es particulièrement fier, sur lequel tu as bossé? Ouais, carrément. Bah, je pense qu'on est content, nous, du plan de la main, qui est rigolo, je trouve. Pas la main dans la porte, forcément. Enfin, ça marche enfin, nous, on trouve que c'est assez marrant et le plan est assez marrant. Je me souviens que Sébastien, justement, il mettait l'emphase sur le fait que ça devait être plus marrant que gore. Parce que nous, on avait fait des premières versions vraiment dégueulasses avec la main. C'était vraiment, enfin, nous, au départ, bon, sur le papier, on est dans Evil Dead, quelqu'un se fait exploser la main dans une porte. Et surtout, dans le plan d'après, il retire sa main, on n'a plus de doigts. On s'était dit que la porte, elle était costaude, donc nous, on avait déjà pré-sectionné les doigts au moment où ça frappait la porte, donc ça rentrait dans la peau, t'avais la chair qui passait par-dessus, enfin, c'était plutôt dégueu. Et c'était rigolo parce que du coup, non, Sébastien était plus en mode, en vrai, je veux que ce soit quand même un peu marrant, que ça fasse un peu squeak, quoi, genre, du coup, le côté un peu plus goofy, quoi, genre, ça pince, t'as l'impression que ça pince les doigts très fort plutôt que ça les coupe. Mais non, je pense à la main dans l'intro, si des gens ont vu le film, je pense qu'ils verront de quoi je parle, quand notre cher personnage sort de son lac après avoir
avoir passé un petit coup à la bouilloire. La peau qui tombe. La Deadite qui marche sur sa main. C'est du numérique, ça? Ah ouais, c'est entièrement en 3D. C'est entièrement en 3D? La main est entièrement en 3D. Mais c'est fou. Pour le coup, il y a une base de vraie main, Ouais. où il y a vraiment quelqu'un qui marche dessus, mais c'est une main comme toi et moi. Enfin, c'est pas du tout make-upé. Voilà, elle est Enfin, posée. on a vraiment entièrement refait toute la chair, les os, les tissus entre les deux, et on a fait du coup cet effet de peau qui lâche complètement. Et enfin, c'était un gros taf pour le coup, parce que c'était quand même un plan qui était plutôt close-up. Et en plus, il y a de la pluie sur ces plans. Ouais. Il y a de la simulation de fluide, du coup. Non, pour le coup, la pluie, il y en avait réellement. C'est de, c'est de la vraie pluie. D'accord. Parce que Sébastien disait du coup chez McFly et Carlito qu'il y a pas mal de plans avec de la vraie pluie. Parfois, il n'y en a pas, donc il a fallu matcher ça en post-prod. Nous, typiquement sur le lac, nous, on a dû matcher ça pas mal de fois en post-prod, ouais. Vous avez dû faire de la pluie, en plus. On a dû faire de la pluie, ouais, bien sûr. Ok. On a dû faire de la pluie, mais pas sur celui-là, pas particulièrement, un tout petit peu, juste au fond, pour à peu près matcher les ambiances. Mais non, le gros du taf, c'est une main full 3D qui est entièrement, enfin, qui a vraiment à l'intérieur du coup toutes ses couches, c'est-à-dire la peau, le gras, les tendons, les nerfs, et qui du coup n'émet pas de sang parce que le mec a cramé. Donc c'est en plus une sorte de viande trop cuite. Oui. Oui. C'est un peu cet effet-là, quoi. Et puis en plus, du coup, sympa parce que l'interaction avec le pied, c'est vrai, donc ça marche vraiment sur la main, donc faut matcher exactement à comment ça écraser la main. Ça casse les os, si vous regardez le film, ça pète les os, la main se déforme. Ouais. C'était sympa. En vrai, c'était rigolo à faire. En vrai, c'était un petit peu une tannée dans le sens que c'était quand même long, et il y a beaucoup de process, et là, pour le coup, c'était quand même. Enfin, c'était pas, là, pour le coup, un effet typiquement où tu le fais en 2 jours, quoi. C'était vraiment un truc qui nous a pris pas mal de temps. Pour les aficionados, hein, c'est du Houdini, c'est globalement du Houdini à fond. Est-ce que tu regardes des références bien trash, bien gore pour ce genre de plan? Moi non, en vrai j'aime pas trop. Enfin genre à part chacun a ses sensibilités. L'imagerie médicale, ouais, c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Donc pour savoir un peu la main, comment est composée par exemple à l'intérieur, tous les tissus adipeux, tout ça. Bon là effectivement, ouais, là tu peux aller regarder dans de l'imagerie médicale. Après sinon, moi j'aime bien aller sur Flim, qui est une base de données de films. Parce que quand même, il y a de quoi faire, hein, niveau film gore, et du coup des fois c'est très bien fait dans des films. Je préfère, quand on me demande d'exploser un crâne ou de faire voler un cerveau, je préfère aller regarder là-dessus et trouver des références que je trouve cool, plutôt que regarder un vrai truc d'un mec qui se fait sauter la tête. Ça, c'est pas du tout mon délire. Surtout, et moi, c'est des images qui restent après. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on passe quand même la moitié de l'année à faire des trucs très violents ou très gore dans des films. Mais moi, pour le coup, je mets vraiment une limite entre ce que je peux tanker dans un film et ce que je peux vraiment tanker en vrai, quoi. Ça implique qu'il y en a par contre qui le font pas, qui mettent aucune limite et qui y vont en plein dedans, quoi. Tu veux dire niveau de regarder de la référence Ouais, la référence trash. C'est sûr et certain. Après, moi, je sais que moi, en tout cas, c'est pas arrivé qu'un client me ramène une terrible exécution de cartel pour me dire regarde, c'est super bien fait. Non, ça pour le coup, ça n'est pas arrivé. Est-ce que ça arrive? Je suppose que oui. Enfin, je veux dire, ça reste des trucs qui se trouvent quand même facilement sur Internet, donc je suppose que ça arrive. Mais en tout cas, moi, je sais que ça ne m'est pas arrivé. Tant mieux pour toi. Oui, pour ma santé mentale. Est-ce que voilà, c'est ça. Est-ce que à l'inverse, par contre, en dehors des yeux des Deadites, réponse facile, sinon, il y a un plan qui a été un cauchemar à faire. Un truc où tu le vois encore et tu te dis, oh putain. C'est fou parce que j'ai l'impression que tu sais. Pas forcément. J'ai une idée. Tu m'en as déjà parlé, mais je suis pas sûr de ce que ça peut être un truc qui me surprend. Non, je sais pas trop. Moi personnellement, j'ai passé beaucoup de temps sur le plan d'intro, le plan de l'œil. Et je l'ai juste trop vu, je pense. Mais je trouve qu'en vrai, on est quand même arrivé à une version qui est cool. Mais il est passé par beaucoup d'étapes, ce plan. Ouais. Et moi, j'avoue, j'ai peut-être juste une petite overdose parce que j'ai bossé jusqu'à longtemps, même après mes équipes. J'étais un peu en dernier sur ce plan. Et je me souviens d'échanges tard la nuit sur ce plan. Je suis le seul en fin de compte à avoir vraiment crunché. L'avantage de mes équipes n'ont vraiment pas crunché sur ce projet. Tu l'attends moi un petit peu. Et du coup, c'est plus ça. C'est plus des fois, à force d'avoir beaucoup. Enfin, quand t'as quand même un cumul de un certain nombre d'heures sur un plan, t'as tendance à plus trop vouloir le voir. Mais écoute, je l'avais pas revu jusqu'à le voir au cinéma. Et en fin de compte. Oui, ça passe. J'ai trouvé ça ok. Donc, en tout cas, voilà. J'étais pas en mode en train de me cacher les yeux en mode mon dieu qu'ai-je fait. Enfin, voilà. Mais c'était un peu funky. C'était un peu funky parce que c'était quand même c'est des plans où de toute façon en soi, c'est le fardeau du premier plan VFX souvent. Ça passe ou ça casse. Ça pardonne pas, quoi. Le premier plan VFX ne pardonne pas, quoi. C'est vraiment tout de suite ça set un peu le ton. Donc forcément c'est normal que les équipes, que le réal, tout le monde est beaucoup plus piqué dessus.
Ce qui est logique, hein. C'est vraiment un plan qui arrive direct, un peu en frontal, quoi. Combien de temps de boulot sur ce film ? Nous, on a bossé 3 mois à peu près. Peut-être un peu moins. Je suis un peu nul en temps. Je dirais 3 mois. Enfin, entre l'annonce, en tout cas, commencer vraiment à nous dire, bon, bah là, les gars, il va falloir nous donner un coup de main sur Evil Dead, où j'étais un petit peu excité, hein, je vais pas mentir. Moi, je suis quand même un grand fan de la saga. Peut-être moins, en fin de compte, de l'opus d'avant, que moi, je porte pas particulièrement dans mon cœur. Je sais que unpopular opinion, mais je suis pas un grand fan de Evil Dead Rise. Mais par contre, ouais, j'étais quand même assez content. Enfin, je veux dire, déjà, la possibilité, même pour nous, en tant que boîte, Bien bosser sûr. sur un projet international, même si ça reste c'est une belle vitrine projet, pour vous. très très franco-français, en fin de compte, dans la manière, en tout cas, de le faire, et dans la post-prod, et même dans l'acting, en vrai, enfin, même dans l'histoire. Mais du coup, on était content de pouvoir participer à ce projet, et je dirais à peu près 3 mois, jusqu'à... Ouais, je pense je pense que les derniers effets qu'on a bouclés, ça devait peut-être être 2-3 semaines avant la sortie ciné, ouais. 3 mois, c'est rapide. Après, on n'avait pas, personnellement, nous, beaucoup de plans. Oui, c'est vrai. Ça peut paraître, c'est vrai que pour les non-initiés, 90, 100 plans, ça peut paraître beaucoup. En moyenne, nous, sur des projets qu'on prend entièrement, enfin, je sais pas, genre, je bosse souvent sur de la série, on peut avoir plutôt 600-700 plans en 3 mois. Ah la vache. Et là, c'est juste, en vrai, c'est un produit en croix un petit peu. Tu mets juste plus de monde. Je crois que c'est pas comme ça que ça fonctionne un produit en croix, mais c'est pas grave. Non, mais on va dire que ça marche Mais comme juste, ça, en fait. plus de plans, tu mets plus de monde, t'alloues plus de temps, mais enfin, Plus si d'argent. t'as pas beaucoup plus de temps, si t'as pas plus de temps, tu mets juste plus de gens. Et est-ce que, là, on va plus parler du milieu en général, mais on parle souvent justement du crunch des VFX artistes en général, qui a pas l'air de trop vous concerner vous, mais souvent on a l'impression que vous êtes un peu en queue de comète des priorités des studios, et que parfois ils sont en mode mettez plus d'argent, ils vont tout faire ça en 2 mois et basta. Oui, complètement. J'ai l'impression que des gros studios comme Marvel ont payé un peu les conséquences de ça récemment. Ça se voit au look de certains de leurs films, hein, d'un côté. Oui, complètement. Voilà. Ça évolue comment tout ça, là, par rapport au dernier drama ? J'ai pas l'impression, enfin en tout cas pour le cinéma américain, je sais pas, enfin encore une fois je parle plus de ce que je vois, de ce que j'entends dans d'autres boîtes, enfin j'ai pas mal d'amis encore au Canada, dans le peu de boîtes qui restent encore debout. Et on a traversé de toute façon globalement une grosse crise dans les effets spéciaux, enfin c'était pas très joyeux là ces 3 dernières années de bosser dans les effets spéciaux parce qu'il y avait quand même pas grand chose. Alors on a traversé, on la traverse encore. On la traverse encore, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques signaux qui nous font voir un petit peu le bout du tunnel. Peut-être je me trompe. En tout cas, ça a l'air de redémarrer un petit peu. Les États-Unis ont l'air de quand même un peu remettre un peu la machine en marche sur pas mal de projets qui avaient été justement postponed, des projets de 2024, 2025. Avengers. Qui, du coup, ouais, mais en vrai, plein de choses. Hein. De toute façon, en fait, leur grève influe. Enfin, nous, après, découle. Enfin, si les studios américains prennent peur, arrêtent des projets, même si nous, par exemple, qui on bosse pas sur des projets américains, juste mondialement, ça fait passer un message que, oulala, c'est peut-être pas le bon moment en ce moment de faire de la production. Hop, tu décales d'autres projets, t'alloues moins de budget à d'autres projets. Et donc voilà, mais on a eu, nous, pour le coup, de la chance. On est quand même 99%, enfin 90% de notre portfolio, on fait avec du français. Donc en vrai, on a été moins impacté, mais quand même. Enfin, en vrai, j'ai quand même vu, puis on l'a vu au Canada, ils ont quand même vraiment... ils ont quand même fermé quelques boîtes, il y a quand même beaucoup de gens. Moi, je pense surtout beaucoup aujourd'hui aux gens qui sortent d'école. Bah bien sûr. C'est très dur. Aujourd'hui, c'est très dur. Il y a quand même toujours beaucoup moins de place que de gens qui sortent d'école. Et effectivement, c'est quand même un milieu où c'est plus comme il y a 10-15 ans où vraiment... C'était la rue vers l'or. Ouais, le Canada qui était par exemple cette espèce d'Eldorado un petit peu où t'avais vraiment tous les gros majors de boîte, tu pouvais y aller et bosser sur Dune autant que sur le Lord of the Rings, la série. Enfin, c'était vraiment une sorte de truc où le Canada constituait, enfin, ils te payaient le visa pour y aller quand tu venais de France. Enfin, c'était vraiment un truc où maintenant, quand tu regardes 10 ans après où ça en est, bon bah oui, la moitié des boîtes ont fermé et il y a quand même pas mal de gens, soit qui sont rentrés en France, soit qui galèrent un petit peu. Non, il y a eu une vraie crise et je pense qu'elle est toujours active. Mais c'est aussi, enfin, je pense, comment dire, est-ce que le milieu en fait aussi évolue pas ? On a toujours été un petit peu, je trouve, un peu pas les canards boiteux, mais genre pas comme tu disais, pas la prio des studios. C'est plus un peu genre le secondaire. Donc je pense qu'en vrai, quand il y a toujours un petit peu des coupes à faire sur des. Ouais. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas sûr qu'ils se disent d'un coup, on va mettre extrêmement bien le VFX. On a des sujets qui reviennent en boucle, on a l'IA qui revient en boucle. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des questions inévitables sur. Enfin, moi, la blague que j'entends 15 fois par jour, beaucoup plus par des néophytes que par des gens de l'industrie, parce que c'est logique, les gens de l'industrie, ils sont quand même plus au courant du sujet.
Mais moi, le nombre de fois où on me dit, mais ça va, on va pas te remplacer dans 6 mois. Ça, c'est vraiment c'est la phrase que j'entends le plus souvent. Moi, je dirais qu'heureusement que non, aujourd'hui, il y a encore besoin de beaucoup d'humains. Heureusement. Pour ne serait-ce qu'une expertise visuelle et que l'IA, en fin de compte, fait pas non plus des choses exceptionnelles, mais ça évolue, voilà, ça évolue. Il y a des outils en IA un peu partout et voilà, il faut quand même regarder ce qui se passe. Mais bon, voilà, moi je sais que pour le coup, en ce moment, je me dis pas tout de suite que je vais devenir boulanger, quoi. Un jeune qui sort d'école, là, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire s'il veut faire du VFX? La question à 15 milliards d'euros, c'est horrible. Ce n'est que ton opinion, ce n'est en aucun cas un tutoriel à suivre. Non, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais non, en vrai, aujourd'hui, de toute façon, postuler, je veux dire, c'est vraiment essayer de postuler quand même dans des boîtes. Enfin, je veux dire, il y a quand même potentiellement une chance encore de rentrer dans des entreprises. Enfin, c'est pas non plus, il y a pas genre c'est fini, plus de travail ni rien. Et espérer, prier fort pour que ça se relance, que le film a effet aussi, parce que il y a aussi quand même, on l'a vu là récemment. Je veux dire, avec typiquement même dans l'horreur, tu vois, avec des films comme Obsession. Bon, Backroom moins, parce que pour le coup, Backroom, c'est quand même beaucoup un film à effet. Mais par exemple, si les studios, ils essayent de pousser des petits indie flics pas très chers pour essayer de reproduire un peu, de transformer l'essai, c'est pas des films à effet. En fait, nous, même si parfois, enfin après, en plus, c'est très personnel, parce que je suis pas forcément tout le temps un grand fan de gros films à effets spéciaux. Mais si t'en fais moins, de toute façon, in fine, les gens bosseront moins. Enfin, je veux dire. Logique. C'est ça. Après, l'avantage, c'est qu'en fin de compte, il y a besoin d'effets dans tout. C'est juste que c'est pas forcément les plus intéressants. Mais en vrai, n'importe quelle série, n'importe quel projet a toujours besoin d'une passe de VFX, ne serait-ce que pour enlever des marques, des plaques d'immatriculation. Mais mec, mais même les vidéos YouTube ont besoin de VFX maintenant. Bien sûr, voilà. Je me suis tapé des VFX breakdown, des vidéos de MrBeast. Tu vois, il y a des nouveaux médias, des nouveaux formats qui nécessitent. Ouais. Bah, c'est peut-être ça, du coup, peut-être aussi, effectivement, il y aura des entreprises qu'on n'aura pas vu venir de spécialiser peut-être plus dans le format web. Ouais. C'est pas impossible. Nous, on est vraiment resté sur un truc. Au départ, on avait commencé, on faisait clip et pub. Mais nous, on vient à la base, puis même avec mes associés, on vient de la fiction depuis plusieurs années. Enfin, je veux dire, il y en a, ça fait 15 ans qui font des films américains avant à Buff. Bah oui, nous, c'était notre langage aussi de se dire, on fait de la fiction. Ça nous intéresse. C'est aussi, il y a quand même un truc là-dedans ça nous fait plaisir même de suivre des fois des projets, que ce soit de l'écriture du scénario jusqu'à la sortie ciné. En tant que cinéphile aussi, il y a un truc voilà. Présent, tout ça. Ouais, c'est ça, participer. Et puis là, typiquement avec Evil Dead, on participe aussi quand même à une licence qui est quand même c'est pas rien, quoi. Bien sûr, c'est kiffant. Et donc on a quand même envie de se donner à fond. Après voilà, moi je critique pas du tout pour le coup s'il y a des boîtes qui se lancent plus dans justement des formats web. S'il y a une demande, après de toute façon, let's go. Enfin, s'il y a de la thune, autant y aller. C'est ça en fait. Si la demande est là, enfin je veux dire, ça reste en fin de compte. Enfin, je veux dire, je me souviens du truc que tu disais, le truc de MrBeast, c'était pas dégueulasse. Hein. Non. Après, c'est pareil, hein, j'aimerais bien voir le budget qu'ils avaient en VFX, mais ça m'étonnerait pas, MrBeast, que ce soit des budgets des fois que t'as pour des séries. Enfin, je veux dire, je pense que c'est des vrais budgets, ouais. Mais je le vois, ce changement, je te l'ai dit l'autre jour, mais j'ai été jury de mon ancienne école d'audiovisuel. Et quand moi j'y étais, c'était full cinéphile, on veut tous faire du montage pour le cinéma, on veut tous faire des courts-métrages, de la fiction. Tous les jeunes que j'ai vu passer avec leurs projets, c'est projet professionnel, bosser pour des youtubeurs. Voilà. Monter des vidéos pour des youtubeurs, faire des compos pour eux, enfin voilà, c'est... Je pense qu'il y a un Eldorado là, actuellement, il y a de la thune, et que du coup, naturellement, la génération qui nous suit là, va vers eux, parce que je pense que c'est... Après, ouais, après, regarde, tant mieux, après, tu vois, parce que je me dis, enfin, en soi, là, pas pour reparler du même sujet de Backroom ou Obsession, mais en fin de compte, le pipeline YouTube into cinéma, il est là. Pourquoi pas, en fin de compte. Donc, tu vois, si les gens ont des envies de fiction, après, si c'est plus pour... Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, je veux dire, on en voit qui sont plutôt des succès, qui sont plutôt des réussites, enfin, je veux dire... Ouais. Enfin, c'est pas non plus... je pense que si t'es passionné de ciné et que tu fais du web, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, en soi, les effets spéciaux, c'est des effets spéciaux. Oui, c'est ça. Et c'est pas de la connaissance que tu mets à la poubelle, hein, ça reste de toute façon de l'expérience que tu prends. Et après, voilà, si un jour c'est plus une envie de bosser sur des films de ciné, si l'occasion se présente, let's go. C'est juste c'est un autre monde, c'est d'autres formats, c'est d'autres demandes. C'est un plus vieil univers aussi, entre guillemets. Enfin, le ciné, c'est quand même des normes, c'est une manière de travailler qui est différente. Enfin, en vrai, surtout pour avoir travaillé avec des Français et des Nord-Américains, c'est un peu différent. Même si, en fin de compte, je dirais pas que bosser sur Evil Dead, c'était bosser avec des Nord-Américains, parce que, en fin de compte, le réal est français,
toute la post le superviseur général Thierry est français. Enfin, genre, moi j'ai travaillé avec des Français, la post-productrice était française. Enfin, genre vraiment, moi j'ai travaillé comme sur une prod française. Ouais. Bah tant mieux finalement. Oui. Et ben merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Merci à vous. Merci aux Jumscaros. Merci aux Jumscaros. Ça me fait juste rire de les appeler comme ça. Il s'appelle toujours le Jumscaros, donc tu peux y aller. On t'entendra à nouveau pour Marcus Nispel en 2037, on espère. 2048, je pense. Au moins. 2048. Je te promets, c'est que 40 pages, c'est pas, ça va le faire. Promis. On se retrouve, nous, dans 2 jours pour un podcast avec Double Danger qui ont fait la soundtrack du film, qui vous expliqueront comment, avec une simple gourde en métal, on fait des sons horribles, vous allez voir. Et puis, stylé, ouais. puis voilà, Thibaut, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi. Et ben, à la prochaine. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.